Donc, docteur Marc Belaïch qui va nous parler, faire une conférence sur les troubles du comportement alimentaire du petit enfant que nous dit la clinique. Marc Belaïch va nous présenter ta nouvelle terminologie, le TCAP. Bonjour à toutes et tous, c'est avec un plaisir non dissimulé que je m'adresse à vous. C'est la première fois que je fais une conférence au sein du GFHDNPI. Il a fallu que je sois en Belgique pour qu'on m'invite. Vraiment, merci à tous. Alors, aujourd'hui, on va essayer de faire un petit peu de terminologie et d'essayer de bannir un terme qu'on utilise un petit peu trop, ce trouble de l'oralité. J'espère que je vais vous convaincre qu'on ne mange pas avec la bouche. Ceci est uniquement un effecteur terminal. Donc, sans aller jusqu'à ce que notre collègue nous a dit hier, j'espère que nous dirons à la fin TCAP, 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 de dire TCAP. Et pour ça, eh bien, ces troubles du comportement alimentaire du petit enfant, au niveau du traitement, ça va être assez facile. Comme on l'avait vu l'année dernière à Bordeaux, quand on propose quelque chose que l'enfant ne veut pas, ben, il ne mange pas. Mais quand on lui propose quelque chose qu'il veut, ben, il n'y a aucun problème à cela, n'est-ce pas? Et il est certain que j'ai donc fait une biblio belge hier soir tard. Et donc voilà ce qui se passe en Belgique. Alors en Belgique, il ne veut pas le biberon. Bon, voilà, non, pas du tout. C'est un petit Belge. Et là, avec de la bière, eh ben oui. Il est con. Oui, oui, il est un peu. Tu es sûr que je peux? Oui, oui. Et là, plus de problèmes de comportement alimentaire. De toute façon, là aussi, hein, c'est vraiment de la recherche bibliographique belge qui m'a permis de voir que ces troubles du comportement alimentaire peuvent être traités assez facilement. Alors, il est certain que si on nourrit l'enfant là où il ne faut pas, bah, c'est un peu compliqué. On est dans une difficulté que vous comprendrez bien évidemment. Toujours est-il qu'une fois qu'on a pris l'enfant dans de bonnes conditions, s'il ne veut pas manger, eh bien, il y a une méthode que nos grands-mères connaissent, que ce soit au niveau indien, et là, hop, direct. Et alors, les Américains, eux, ils déconnent pas, regardez, il est vraiment très, très réfractaire, cet enfant. Non, 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 je veux pas manger, non. Non. Et alors là, regardez ce que Mickey va prendre dans la tête. Et oui, oui, non, mais il faut savoir donner de son corps. Et là, regardez la tête de l'enfant, direct. Alors vous allez me dire, pourquoi il fait une conférence là-dessus alors qu'il nous a fait le diagnostic et le traitement? Eh bien, il est certain que dans les troubles du comportement alimentaire, on sait très bien que l'enfant, généralement, quand il vient en consultation, il va bien, mais tout le monde est complètement épuisé. Alors, comment faire face à ce hiatus? Eh bien, il est certain qu'il faut d'emblée, dès l'interrogatoire, pointer le début de la symptomatologie et en particulier les différents gaps au niveau des moments d'acquisition. Et les premières questions qu'il faut poser, c'est quand ont débuté ces difficultés alimentaires? Est-ce que c'est dès la naissance? Est-ce que c'est lors de la diversification, de l'introduction des morceaux? Et puis le sevrage de l'allaitement. On a un vrai problème dans les pays francophones avec le sevrage et avec ces mamans qui veulent donner le mieux pour votre enfant. Je rappelle, c'est Winnicott, hein, il faut être une mère suffisamment bonne. Donc tout cela, c'est vraiment important. Et il faut que les mamans anticipent le sevrage, il faut que les médecins anticipent le sevrage. Dès qu'on accompagne un allaitement maternel, il est absolument fondamental déjà de parler du sevrage, parce qu'après on se retrouve avec des situations d'executive women qui sont là, 4, 5 ans, qui veulent encore allaiter. Le bébé, lui, il n'a aucun intérêt à se sevrer. Hein. Le sevrage, c'est une frustration et pour la maman et pour l'enfant. Et donc, il faut savoir que c'est vecteur dans notre étude de plus de 10% de ces enfants qui consultent avec leurs parents pour difficultés alimentaires. Cette épidémiologie en termes de prévalence, elle est extrêmement importante et elle va de plus en plus être importante en sachant que la pandémie a
acutiser, si je puis dire, cette prévalence. Et là, c'est sûr que quand on a des parents qui sont tout le temps au domicile, avec ce rôle de parents nourriciers qu'ils arrivent plus ou moins à exprimer ou à ne pas exprimer, eh bien ceci peut engendrer des augmentations de prévalence qui sont tout à fait importantes. Alors pourquoi il y a autant d'hiatus dans les séries? C'est parce qu'il y a une grande différence entre les difficultés alimentaires qui sont alléguées par la famille et les difficultés alimentaires qui sont réellement constatées. Et pour cela, il faut savoir que ces difficultés alimentaires ne sont pas présentes partout. Il est certain qu'à Paris, par exemple, nous n'avons plus de rats qui ont ces difficultés alimentaires. Toujours est-il que l'échelle de Montréal va nous permettre de stigmatiser ces enfants-là. C'est une échelle qui est valable entre 6 mois et 6 ans. Et en 14 questions, avec un questionnaire qui a été validé et en anglais et en français. Et je vous engage, si vous avez des patients qui ont cette problématique, de le télécharger. C'est en free access sur Internet. Eh bien, on peut arriver à voir si les difficultés alimentaires sont inexistantes, si elles sont modérées ou si elles sont sévères. Ça vous permet d'avoir un caractère normatif face aux parents qui disent « j'en peux plus, ils mangent rien ». Et quand on regarde le véritable importance que peut générer les différentes questions sur ces difficultés alimentaires, on voit bien que ce qui peine le plus, c'est le comportement et le mauvais pressentiment lors du repas. C'est le fait d'avoir des parents qui doivent distraire les enfants et qui les forcent à manger. On va voir que on est dans quelque chose qui est du comportemental et qui n'est pas un trouble de l'oralité, mais qui est quelque chose de comportemental dans ces difficultés alimentaires. Donc, on va essayer de décliner l'enfant qui ne mange pas, comment arriver à essayer, en termes à la fois d'analyse sémiologique, de clinique et de prise en soins, de faire en sorte que ces troubles du comportement alimentaire pédiatrique, les TCAP, soient au mieux pris en soins, parce que parfois, eh bien, on sent que le chemin est assez aisé, mais quand on regarde ce que nous disent les signaux et ce que nous mène la route, parfois, ce n'est pas complètement en adéquation. Parfois, dans le cheminement, ça ne vient pas forcément là où on voudrait aller. Parfois, c'est même très, très agressif, comme vous le voyez. Et puis, n'oublions pas qu'en France, il faut toujours avoir le système D et qu'on a de toute façon des écoles qui sont complètement focalisées sur comment se mettre en grève. Donc, voilà un petit peu de manière très grossière ce qu'on va faire en termes de conduite de GPS en consultation. Premièrement, il ne mange pas. Est-ce que c'est un trouble de la déglutition? Ça, c'est assez simple. Dès que, et il faut regarder l'enfant quand il mange devant vous, il faut toujours que vous assistiez à un repas. Si vous avez quelque chose qui goûte sur le côté au niveau de la commissure labiale, il faut suspecter les troubles de la déglutition. Une déglutition qui se fait normalement comme ceci, comme vous le voyez, sur un radio-cinéma de la déglutition. Hop, c'est assez rapide. Regardez dans une achalasie pharyngée ou du cricopharyngée, regardez comment ça se passe. On voit que là, grosse difficulté, quoi. Regardez, ça va un petit peu partout, ça reste, ça stagne. Cet enfant-là, il a eu 3 injections de toxines botuliniques là où il faut. Il est complètement maintenant asymptomatique. Autrement dit, éliminer chez un enfant qui a CTCAP un trouble de la déglutition, c'est un élément qui est tout à fait fondamental. La différence entre dysphagie et odynophagie, vous la connaissez. Odynophagie, c'est une douleur à la déglutition. Dysphagie, c'est une douleur accompagnée d'une sensation de blocage ou d'impaction alimentaire. On va voir tout de suite s'il y a un obstacle ORL ou
ésophagiens, qu'ils soient mécaniques ou qu'ils soient physiologiques. Je mets toujours en rappel ce pas à pas de Laurent Michaud, à qui il faut rendre hommage jour après jour pour tout ce qu'il a donné en amitié au GFH-GNP, à tous entre nous, pardonnez-moi, de l'émotion qui me déborde. Et donc, une fois qu'on a éliminé les troubles de la déglutition, dysphagie, odynophagie, il y a des véritables anorexies organiques, je vais aller très très vite là-dessus, mais vous les connaissez. Et le gros problème, il faut qu'on se regarde en face. Nous tous qui ont cette étiquette de gastropédiatre, qui accueillons ces enfants qui ont des difficultés alimentaires, eh bien, trop souvent, oui, il faut nous le dire, trop souvent, il ne mange pas, ah, il a une ésophagite. Il ne mange pas, ah, il est allergique. Et c'est sûr que j'adore cette belle étude des Toulousains qui, dans la conclusion, nous ferait dire peut-être que, ben voilà, si un enfant il ne mange pas, c'est que soit il faut lui donner des hydrolysats, soit il faut lui donner des IPP. Mais bien non. Ça, c'est une marque de ce qui se passe et qu'il ne faudrait, à mon sens, pas faire. Je me suis permis de faire ce petit arbre parce que, honnêtement, les troubles du comportement alimentaire qui révèlent une allergie alimentaire sans autres symptômes, c'est extrêmement rare. Et il faut savoir que même si ça justifie une éviction, eh bien l'éviction de l'allergène et la mise sous hydrolysat au long cours va induire en elle-même des troubles du comportement alimentaire du petit enfant. C'est ce que Julie probablement va nous dire demain avec ses problèmes d'hydrolysat au long cours. Et alors, le pire, c'est quand on a des troubles du comportement alimentaire du petit enfant avec d'autres symptômes où l'allergie n'est que possible ou improbable, et bien dans ces cas-là, on fait une éviction qui est soit discutable, soit à tort. Et dans ces cas-là, on auto-induit des troubles du comportement alimentaire du petit enfant qui ont en fait une double peine parce que, on ne prend pas en charge ces troubles du comportement alimentaire puisque on a traité une allergie qui n'existe pas ou probablement qui est peu à l'origine de ce pourquoi les parents et l'enfant viennent. Et en plus, ça induit à nouveau ces troubles du comportement alimentaire. Donc on est devant un cercle vicieux et il faut se poser une question avant de mettre en route un traitement d'éviction, ou en tout cas, comme Anaïs vient de le dire, si on met en route un traitement, toujours, 2 à 4 semaines plus tard, faire un test de réintroduction pour voir si cette éviction est validée ou pas. En ce qui concerne les IPP, tout le monde connaît cette étude, mais il faut nous la répéter jour après jour, que refuser l'alimentation, qu'on donne des IPP ou qu'on donne le placebo, ceci n'a aucune efficacité. Il est certain que ce n'est pas la panacée de traiter par médicaments ou par régime ces enfants qui sont TCAP. Un examen clinique est tout à fait important. Je vous montre toujours là où j'ai fait des erreurs et je m'en suis voulu beaucoup avec cette petite qui est tout à fait mignonne, qui avait des difficultés alimentaires. Elle était TCAP, je ne comprenais pas et j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et en fait, c'est qu'à chaque fois que je l'examinais sur sa maman, qu'il la prenait comme ça, et il a fallu uniquement, et il a suffi que je l'allonge pour voir qu'elle avait, sur des amygdales qui n'étaient pas très grosses, mais une ptose en arrière, des 2 amygdales qui se rejoignaient, avec ces 2 questions qu'il nous faut poser en consultation systématiquement. Est-ce que votre enfant ronfle la nuit? Est-ce que votre enfant se réveille en sueur? On sait que ces syndromes d'apnée obstructive du sommeil, c'est loin d'être quelque chose de marginal en pédiatrie et ça induit dans plus de la moitié des cas des TCAP qu'il nous faut à ce moment-là prendre en charge de manière tout à fait évidente. Donc on voit tout ça, c'est assez facile. Je ne vais pas énumérer les enfants qui ont des problèmes neurologiques, une maladie cœliaque ou autre. Évidemment, c'est un screening que vous savez faire.
En termes d'anorexie anatomique, j'ai rebondi sur le superbe exposé de Damien hier. On voit que si l'enfant il a une très grosse lande protuse et s'il a des troubles de l'articulé dentaire avec une tétine en bouche au-delà de 4 ans, je vous rappelle que la tétine en bouche au-delà de 4 ans, il faut essayer de s'en débarrasser parce que sinon on va avoir des troubles de protraction et des difficultés praxiques ultérieures. Donc il est certain qu'il y a parfois des configurations anatomiques qui sont favorables à cette ECAP et qui vont exiger une sollicitation et une rééducation tout à fait spécifique. Et puis il y a les problèmes des enfants à qui on ne peut pas demander l'alimentation. On ne peut pas leur demander de manger comme tout le monde. Et il est certain, alors surtout, parce que je vois l'œil aiguisé de certains et de chacun d'entre vous en train de dire qu'est-ce qu'il a celui-là à gauche, à droite, eh bien, je n'interrogerai personne. Sachez juste qu'il y a ces rasopathies qui sont tout à fait vectrices de troubles du comportement alimentaire pédiatrique et du petit enfant, à qui il leur faut mettre sur des courbes tout à fait particulières. Et si vous avez un enfant qui ne mange pas bien, ou du moins qui a ces difficultés et qui a un petit poids de naissance, qui a une cardiopathie et qui a une dysmorphologie, quelle qu'elle soit, évidemment, vous allez accompagner et convaincre les parents que ces TCAP vont, entre guillemets, persister et qu'il faut faire au mieux sans avoir une attente qui soit au-delà des compétences de ces différents enfants. Il en est de même, une fois qu'on a vu ces problèmes génétiques des troubles psychiatriques, on sait qu'une mère anorectique et une mère dépressive eh bien, est plus souvent visualisée chez ces enfants qui ont du trouble du comportement alimentaire. C'est une observation que j'aime bien raconter, que j'ai vécu avec le professeur Goltz, parce que bon, j'étais interne dans son service et à ce moment-là, il dit bon, il dit à tout le monde, il réunit staff de service et il dit bon alors écoutez, c'est simple, la semaine prochaine, il y a la télévision qui vient filmer le petit parce que il a une dépression sévère du nourrisson, il ne mange pas et j'aimerais que vous soyez dans un accompagnement parce que dès qu'il y a de la télévision en pédopsychiatrie, c'est parfois un petit peu stigmatisant. Toujours est-il qu'il y a une mobilisation extrême. Il nous a convoqués le mardi, je m'en souviens, et c'était le jeudi de la semaine d'après que la télévision devait passer. Et alors tout le service se mobilise, les internes, les externes, les infirmières. Ah, comment on va l'habiller le petit, c'est un nourrisson. On va l'habiller comme ça, non, on va l'habiller comme ça. Tiens, on va lui... Non, c'est toi qui vas lui donner à manger. Non, c'est... Et puis une sorte de mobilisation, je vous le donne dans le mille, le jeudi d'après, quand la télé est arrivée, l'enfant mangeait parfaitement bien. Autrement dit, il est certain que tout ce qui est de cette situation de comportement est tout à fait importante à avoir en tête. Je rappelle que, et nous l'avons démontré, que les enfants qui ont des TCAP fonctionnels, comme on va le voir tout à l'heure, ne sont pas plus sujets que la population contrôle à faire des anorexies mentales ultérieurement. Il est certain que ces problèmes de troubles psychiatriques peuvent induire des dénutritions avec ces difficultés alimentaires, comme vous le voyez ici. Un des signes en consultation qui va nous orienter d'emblée, c'est les parents qui nous le disent le plus souvent, et pas toujours, c'est là où il mange le mieux, c'est quand il s'endort. Si jamais la mère vous dit quand il mange le mieux, c'est quand il s'endort, là, il y a un problème de diade mère-enfant qu'il faut véritablement mettre au premier plan, puisque là, ce n'est pas que l'enfant ne peut pas, c'est que l'enfant ne veut pas quelque part. Il est certain que, je ne sais pas si on peut la mettre, ouais, voilà. Donc là, la mère me dit, vous comprenez, il ne mange pas, c'est pas possible. On voit que le problème de ne pas manger chez cet enfant, c'est pas franchement au premier plan, quoi. Et la mère dit oui, mais je lui donne ça, il refuse. On a l'impression que quand il nous regarde, en fait, il ne nous regarde pas. On a l'impression d'être une chaise ou une armoire. Et c'est sûr que des troubles du spectre de l'autisme sont une des portes d'entrée. Et on verra que ces enfants qui ont des troubles du spectre de l'autisme ont plus de TCAP que la population générale. Mais ils ont plus aussi de TFI.
et ils sont plus fonctionnels, ils sont plus hypersensoriels. Et donc, on est dans une population qui est dans le phénotype des TCAP complètement à l'extrémité de certains autres qui ont uniquement des difficultés fonctionnelles modérées. Et puis, il y a ce terme que j'ai vu encore écrit dans le programme, trouble de l'oralité alimentaire. Alors, j'en suis un des fautifs, hein, puisque c'est un terme que nous avons initié avec Véronique Leblanc, à qui je rends hommage aujourd'hui. Eh bien, il est certain, si on peut mettre l'image, il est certain que vous voyez que cet enfant-là, ce n'est pas un problème de bouche, hein. Essayez de lui serrer la main, il n'y arrive pas. On voit que cet enfant-là, ce n'est pas un problème de bouche. Tant que c'est de l'eau, il n'y a pas de problème. Il a juste une irritabilité visuelle dès qu'il va voir la cuillère arriver avec des morceaux, alors que boire, aucun problème. Boire, il est là, il est paisible. Bon, il n'est pas bien installé du tout, cet enfant, mais dès qu'il va y avoir la cuillère qui va arriver, il la voit. Ça le met dans un état, ah non, 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 regardez, je me cache les yeux. Irritabilité visuelle, d'accord? Donc, ce n'est pas un problème de bouche. Cet enfant, si vous pouvez mettre la diapo, vous voyez comment sont les mains? Il ne peut rien toucher, il faut qu'il s'essuie toujours. On n'est pas dans un problème de bouche. Autrement dit, dans ces troubles de l'oralité, j'aimerais qu'on les troque sur, plutôt, ce sont des TCAP. Après, on verra s'il y a un problème praxique ou pas. Mais on ne mange pas par la bouche est le site effecteur terminal de l'alimentation. Et puis il y a un autre terme qui est le terme de néophobie alimentaire. Il est certain que dans le calendrier normal de tous les enfants, il y a une période de néophilie où il y a des fenêtres de diversification et des appréhensions de textures qui sont possibles. Et puis après un an, c'est normal d'être néophobe entre 1 et 3 ans. Ça fait partie du développement normal de tous les enfants. Alors arrêtez de prendre des consultations itératives avec les enfants qui ont des parents qui disent « J'en peux plus, docteur, il a 2 ans, il ne mange pas de haricots verts. » Mais on n'a pas besoin de manger des haricots verts à 2 ans. On n'a pas besoin à 3 ans. Alors il y en a, ils sont là, ils sont même prêts à adopter des brocolis, vous voyez. Donc on n'est pas dans l'obligation de manger des haricots verts à 3 ans. Entre 1 et 3 ans, il n'y a pas besoin d'avoir... il peut manger que des pâtes et que du riz. Ça ne pose pas de problème. Le problème, c'est que si jamais il se passe quelque chose pendant sa période de néophilie, eh bien ça impacte d'autant plus cette période de néophobie qui va aller loin dans le temps. Mais la différence entre les TCAP tels qu'on va en parler, les ARFID dont on va parler et les néophobes, ils ont un panel alimentaire et ils ne veulent plus de nouveaux aliments. Alors que les TCAP tels qu'on voit ou les ARFID, ils ont une restriction alimentaire progressive. C'est-à-dire que des aliments qu'ils géraient, ils ne les gèrent plus. C'est la différence fondamentale entre la néophobie alimentaire et les TCAP. Et alors, malheureusement pour moi, les gastros ont publié dans JPGN en 2019 le Pediatric Feeding Disorder. Et alors, la traduction que j'ai vue dans plusieurs papiers français, c'est TAP. Parce que c'est trouble alimentaire pédiatrique. C'est la traduction littérale. Mais vous voyez la différence de polarité positive entre il a une TAP et il est TCAP. C'est pas pareil. Je veux dire, s'il est TCAP, c'est qu'il est cap. Je veux dire, s'il tape, il va prendre quelque chose dans la figure. Et donc, ça, c'est important. On va voir l'importance de cet accompagnement parental. Les psychiatres, eux, ils veulent toujours, évidemment, se démarquer. Et donc, inspirés par Irène Chatour, qui est la première à s'être intéressée avec nous en France de ces problèmes de difficultés alimentaires et de TCAP, a proposé une sorte de terminologie en disant les enfants, ils sont soit petits mangeurs, soit ils ont peur de manger, c'est-à-dire une sorte d'anorexie post-traumatique, soit ils ont une sélectivité alimentaire, et on va appeler ça ARFID. Et puis, dans toutes leurs publications, les ARFID
ont un trouble de la personnalité au fur et à mesure que l'évolution se démarque. Et il est certain que le groupe français a bien repris ce problème des ARFID avec notre collègue François Feillet de Nancy. Et regardez, hein, les ARFID, ils ont soit une perte de poids significative, soit une insuffisance nutritionnelle, soit une dépendance de compléments nutritionnels, soit un dysfonctionnement psychosocial prononcé. Ce n'est pas ce qu'on voit en consultation. C'est des enfants qui ne mangent pas comme les parents aimeraient qu'ils mangent. Et c'est véritablement important de voir ces éléments. D'ailleurs, la preuve, c'est que dans le ARFID, ils excluent les enfants difficiles ou les petits mangeurs. Autrement dit, on est dans une situation où on ne sait pas de quoi on parle. Et quand on prononce mal les choses, on arrive à des situations qui ne correspondent pas à la destination voulue. Il est certain que quand on regarde les grandes études sur les patients qui sont avec ces TCAP, eh bien, on voit que tous ne sont pas ARFID et qu'ils aient des troubles du spectre autistique ou pas. Autrement dit, le symbole d'ARFID, il est utilisé par les psychiatres parce qu'ils en ont fait une étude psychiatrique. Et à mon sens, les ARFID, c'est un diagnostic rétrospectif, c'est-à-dire c'est en fonction de l'évolution des enfants qu'on voit si ils ont été ou ils sont ARFID ou pas. On ne peut pas étiqueter les enfants entre 1 et 5 ans, qui est la population que je cible, de ARFID d'emblée, parce qu'on ne sait pas comment ils vont évoluer. Et il est certain que l'élément important des parents, c'est d'être parents nourriciers. Et il est certain que le plus souvent, ces parents, donc, ils se plaignent parce que les enfants ne mangent pas comme ils voudraient qu'ils mangent. Et c'est sûr que quand on voit cette famille avec ce papa et cette maman qui dit « mais je ne comprends pas, les petits jumeaux, ils ne mangent pas comme nous », heureusement. Et là, la mère qui dit « j'en peux plus, ça fait 6 mois que j'attends le rendez-vous de consultation, mais il mange rien, vous comprenez ?» Et lui, pendant ce temps-là, il se boulotte le sandwich, mais direct. Hein. Et alors là, sans coup fait rire, hein, regardez, il est là, on y va, un peu, il va manger le papier alu. Autrement dit, il est certain qu'il y a une dissociation qu'il nous faut arriver à mettre en train, en sachant que les enfants sont coquins aussi. Regardez cet œil, il sait qu'il est filmé, regardez. Regardez, il va dire, hop, je suis filmé, c'est bon, je continue à refuser. Je rappelle que l'opposition et le jeu ne mangent pas fait partie de leur développement normal. Autrement dit, devant les parents qui ont des enfants qui ont compris qu'ils avaient une puissance avec des effets secondaires positifs sur « je ne mange pas », eh bien, il faut véritablement changer le paradigme et leur dire que s'ils mettent sur le plan de la guerre la difficulté alimentaire, ils vont perdre la guerre, c'est sûr. Ils peuvent gagner quelques batailles en forçant, en faisant l'avion. Je raconte toujours, malheureusement, je n'ai pas le film parce que la mère ne voulait pas. Il faut dire qu'effectivement, je m'en serais gossé. L'enfant aimait bien l'eau et il aimait bien Petit ours brun. Jusqu'à présent, aucun problème. Sauf que la maman, elle mettait l'iPad en bandoulière sur la tête et en même temps, elle sautait dans une bassine à pieds joints pour lui donner à manger avec le père qui était par derrière. Il est certain que dans ces situations-là, il ne va pas manger normalement à l'école, cet enfant, vous comprenez bien. Donc, il faut faire attention sur le côté de l'alimentation, c'est véritablement l'enfant qui maîtrise et donc il va falloir accompagner ses parents, il va falloir accompagner ses enfants en sachant que le plus souvent, on n'est pas dans une maladie organique pure, on n'est pas dans un problème psychiatrique pur, on est dans un problème éducationnel qui est modeste mais qu'on arrive à prendre en soin et puis on se trouve à la croisée des chemins où on ne sait pas très bien comment étiqueter ces enfants-là. Et c'est là où il y a parfois une confusion des genres, on ne sait plus très bien qui est quoi. Et donc, dans ces situations-là, je vous propose donc cet acronyme, troubles du comportement alimentaire, cette fois-ci non pas pédiatrique, mais du petit enfant. C'est des enfants entre 1 et 5 ans qui ont cette étape fonctionnelle. C'est une entité qui n'a pas encore été décrite, mais qui va l'être très très prochainement. J'ai entendu Prévost dire que les critères de Rome 5 étaient
en préparation. Il est certain que dans les critères de Rome 4, il avait bien été écrit déjà que dans les perspectives, eh bien, probablement les difficultés alimentaires rentreraient dans ces troubles fonctionnels intestinaux. Et c'est véritablement quelque chose de capital pour moi. Je vous le dis, au même titre que le syndrome de le méricisme, au même titre que les vomissements cycliques, au même titre que les enfants constipés, oui, les TCAP sont des troubles fonctionnels intestinaux. Je vais essayer de vous le démontrer. Il est certain que nous avons fait donc une étude entre 244 enfants qu'on a vu de manière consécutive avec Véronique Leblanc, consultation avec une fiche semi-directive pour arriver à poser les mêmes questions. On a fait une échelle de Montréal pour tous les enfants et on a pris 109 témoins. Et à partir de là, voilà quelles ont été nos conclusions. Les conclusions, c'est que, et ça c'est quelque chose qu'on a découvert en consultation, c'était vraiment une sorte d'orgasme clinique, si vous voulez, parce qu'à chaque fois, toujours les parents nous disaient la même chose. L'enfant qui n'arrive pas bien à manger de manière fonctionnelle, c'est au moment de l'exploration des objets, ça va parler à Freud, ça, entre 7 et 10 mois, là où tous les enfants, ils mettent dans la bouche pour explorer le doudou, pour explorer, il y a la cacahuète, et bien là, les parents nous disent à chaque fois, ah ben nous, on n'a jamais eu de problème, hein. Alors là, on n'a jamais eu à lui courir après pour savoir s'il était bien, s'il n'était pas bien. De toute façon, ça ne l'intéressait pas, il prenait les objets, mais il les laissait. L'exploration en bouche, c'est le site effecteur terminal. Ça veut dire que toute l'échelle d'intégration neurosensorielle s'est forgée vers cet âge-là, 6, 7 jusqu'à 10, 11 mois, sur je vois un objet, je vois un aliment, je vois, je le prends, je le sens, je le porte en bouche, je le mets à l'intérieur de la bouche. C'est tout cet arc-là qui va nous permettre de manger normalement. Et quand les enfants sont déficitaires, il faut les renvoyer. C'est comme dans les jeux vidéo, vous savez, quand on n'a pas l'arme dans le plan avant, eh ben, il faut retourner en arrière pour essayer d'arriver dans le monde supérieur et d'arriver à avoir tous les armes pour combattre le méchant. Autrement dit, ces enfants-là n'ont pas d'exploration orale des objets, ils ont un retard à la marche statistiquement significatif, ils n'ont pas fait de 4 pattes, ils ont un profil sensoriels, comme on va le voir, et ils ont plus de troubles fonctionnels intestinaux que la population contrôle. Toujours est-il que nous avons publié dans Frontiers en février 2023, c'est en free access, je vous demande de le télécharger pour une petite lecture dès cet après-midi. Eh bien, voilà ce qu'on a proposé et on va essayer de le décliner très très rapidement. Quand un enfant a ses TCAP fonctionnels, on l'a traduit sur FTFD en anglais, eh bien, il faut regarder dans son histoire médicale, est-ce qu'il a fait de l'allergie? Est-ce qu'il a été soumis à une diète importante? Est-ce que c'est un ancien prématuré? Est-ce qu'il a été opéré par-dessus tout? Et ça, on l'avait démontré il y a 2 ans avec Crackmo, dans l'étude Feed Easy. Les enfants avec l'atrésie de l'ésophage font véritablement plus de TCAP fonctionnels, hormis les problèmes de sténose et les problèmes de dysmotricité ésophagienne. Après, on regarde quelle est la relation avec les parents, et c'est sûr que quand on est avec des parents comme ça, dans un contexte de stress, qui sont dans ces situations de diversion, de stimulation alimentaire, c'est interdit de stimuler un enfant, on le sollicite. Réfléchissez à cette différence de verbe. Et il est certain que dans notre étude, on voit très bien que c'est des enfants qui restent trop longtemps à table. Un biberon, ça se boit en 20 minutes. Un repas, ça se mange en 30 minutes. Et comme les parents, les enfants, ils font entrée, plat, dessert. Et on fait un gap, on s'arrête pendant quelques secondes entre l'entrée, le plat et le dessert. Et avec ça, on a une véritable rythme qui permet d'arriver à l'enfant à manger normalement. C'est des enfants qui, dans ces situations-là, sont hyper sollicités par les écrans.
Cette très belle étude montre bien que les enfants qui ont ces difficultés alimentaires sont très sollicités par les écrans. On sait que les enfants qui ont d'ailleurs des troubles fonctionnels intestinaux sont aussi très sollicités par les écrans. Et donc, évidemment, c'est cause et conséquence, hein. Mais il faut essayer de se défaire de ce cercle vicieux. Et puis, on a évidemment la prédisposition génétique. Un enfant qui a des TCAP et qui, comme vous le voyez, court dans tous les sens. Il est là, on a même dit ni ouf ni pouf. Elle a commencé à jouer avec la souris de l'ordinateur. Elle m'a déconnecté 10 fois, etc. La mère essaye d'être contenante, mais on voit qu'elle est complètement morte de fatigue. Et donc, on est dans une situation, c'est des enfants qui vont dans tous les sens, hein. C'est ce qu'on appelle les petits mangeurs. Il suffit de poser la question, est-ce que à son âge, il y avait le père ou la mère qui était petit mangeur? Une fois que c'est fait, on retrace les choses de manière tranquille. Il y a une prédisposition génétique, c'en est sûr. Moi, j'aime bien les petits oursons, donc je vous ai proposé ça au niveau de l'arbre généalogique des ours gommeux. Marc, s'il te plaît, il te reste Oui. une minute. Non, mais comme... Non. Comme Jean-Pierre Chouraki, à qui il faut rendre hommage, à un Covid, et donc je l'ai appelé, on lui souhaite un prompt rétablissement, et je lui ai dit qu'au niveau du Covid, j'étais le champion, j'en ai fait 6, je défie quiconque d'en avoir fait autant, et bien, il m'a donné 10 minutes de sa communication. Je l'ai négocié. Non, c'était juste pour l'applaudir et savoir qu'on pense à lui. Et donc, il y a les troubles du... Mais ça va être bientôt fini. C'est les troubles du neurodéveloppement. Et on l'a dit, hein, pour moi, les TCAP fonctionnels, eh bien, le 180 degrés, c'est les enfants qui ont du trouble du spectre de l'autisme. Trouble du spectre de l'autisme, c'est des TCAP fonctionnels. Il y a des gens qui me disent, mais c'est pas des difficultés normales, il est autiste. Non. Il a des régurgitations, il est constipé. Oui, il est autiste, mais c'est des troubles fonctionnels intestinaux. Et donc, on a vu, hein, et on l'a publié, regardez, ils ont des délais de langage, ils ont des problèmes de coordination, ils ont des problèmes de ne pas avoir fait du quatre pattes et donc d'avoir eu moins de sollicitations sensorielles. Ça, c'est interdit, ça. Ça, c'est pour que les parents ils aient l'impression d'avoir des enfants qui marchent alors qu'ils ne savent pas marcher. Et donc, de ce fait, pas de sollicitation sensorielle, pas de sollicitation de compétences qui vont être nécessaires à une alimentation normale plus tard. Et donc, ils ont cette hyper-irritabilité sensorielle. Regardez cet enfant qui, pour l'instant, n'a pas de difficulté alimentaire, mais on voit que là, marcher dans l'air, marcher dans le sable, c'est absolument impossible. Regardez. Ah non, je veux pas ça, vous voyez. Et donc, les enfants qui veulent s'essuyer, les enfants qui sont trop propres, les barrières, ça, c'est le Covid, il nous a véritablement très impactés au niveau de ces difficultés alimentaires. Ces enfants-là ont une hyper-irritabilité tactile, mais ils peuvent l'avoir aussi au niveau olfactif. Et on sait que manger, c'est tous les sens en éveil, ce que les yeux n'ont pas apprivoisé, hein, ce que la main n'a pas pu toucher, ce que le nez n'a pas pu sentir. Je cite Véronique Leblanc, la bouche n'y touchera pas. Et donc c'est extrêmement important, hein, d'avoir toute cette chaîne d'intégration neurosensorielle. C'est pour ça que les enfants qui ne portent pas, plus tard, ils ne mangent pas bien. Et il faut essayer de recréer ce cercle. On a vu ici qu'ils ont véritablement des problèmes d'irritabilité visuelle, olfactive, tactile et intra-orale. Et puis donc, ils ont des TFI. Ils ont des TFI et de manière extrêmement rapide, je vous le dis, ces TCAP sont des TFI. Effectivement, ils ont donc, par rapport à la population contrôle de manière statistiquement significative, plus de TFI. Et ça, c'est pas nouveau. Je pense que vous savez que chez les constipés, il y en a une bonne partie, on dit un tiers, qui ont ce qu'on appelle une constipation sensorielle. C'est-à-dire que dès qu'ils sentent le bol fécal arriver au niveau du site effecteur du rectum, ils se retiennent. Et on sait, hein, par un profil de Dunn, que c'est sensoriel. Quand on traite les enfants avec une désensibilisation tactile, ils vont mieux aux toilettes. Et de la même chose, c'est publié tout ça, hein. Il y a des associations bidirectionnelles entre les enfants constipés et les enfants qui ont ces difficultés alimentaires. Quand on traite la constipation, ils mangent mieux. Quand ils mangent mieux, ils vont mieux aux toilettes. Et on le sait
que quand on a un trouble fonctionnel intestinal, et ça, on l'a publié déjà, eh ben, ils en ont plusieurs. Celui qui est constipé, il fait plus de reflux, celui qui a des coliques, il a plus de gaz et ballonnement, etc. Et on sait très bien dans cette belle étude que quand on traite avec une pH-métrie à l'appui, quand on diminue l'index de reflux en pH-métrie, on augmente le nombre de selles aux toilettes. Autrement dit, traiter la constipation, ça va nous permettre d'être un des éléments qui va prendre en soin ces enfants-là. Là aussi, quel est le seul médicament qui a démontré un petit intérêt? En tout cas, les Québécois le font régulièrement en donnant de la périactine. Eh bien, la périactine dans les troubles fonctionnels intestinaux, eh bien, oui. Eh bien, la périactine dans ces troubles du comportement alimentaire, oui. Donc, vous voyez que tout ça, c'est quelque chose qui est complètement cohérent pour arriver à assimiler ces troubles fonctionnels ces TCAP fonctionnels à des troubles fonctionnels intestinaux. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il ne faut plus dire, je vous en conjure, si vous avez des collègues, faites en sorte qu'ils ne disent plus « il ne mange pas, vous inquiétez pas, il va avoir le déclic, vous inquiétez pas, un enfant, ça ne se laisse jamais mourir de faim ». C'est faux. C'est faux. On a vu véritablement les enfants se dénutrir devant nous. Il faut respecter ce cas de figure. Il faut véritablement savoir que ce n'est pas une loterie. Il faut prendre en soin ces enfants le plus tôt possible et avec une polarité positive, même si on n'est pas premier. Il faut faire en sorte que les TAP soient TCAP. Il faut bannir ces troubles de l'oralité pour parler de ces TCAP avec cette entité de TCAP fonctionnelle pour finir de vous convaincre que manger, ce n'est pas qu'une histoire de bouche. Troubles de l'oralité, ça voudrait dire que aussi ils ont des difficultés à parler. Et donc, quelques mots d'enfants qu'on a vus en consultation et qui nous ont amusés, qui font qu'ensemble, on essaye à la fois d'apprendre dans une convivialité, une bienveillance, et qui est absolument indispensable dans ces consultations. Je me tais, c'est des enfants du 19e arrondissement à qui on pose des questions et à qui il y a des réponses qui ne sont pas celles que nous attendions. Alors celle-là, je l'aime bien, c'est une ode à la calvitie. La vérité sort de la bouche des enfants. Et puis quand les parents ne vont pas voir vraiment ceux à qui on l'adresse, c'est sûr qu'on n'a pas les résultats escomptés. En tout cas, j'espère avoir éveillé votre curiosité. Là, vous avez les choses bien en main. Donc, tous ensemble, TCAP, de dire TCAP, TCAP, TCAP. Je vous remercie de votre attention. Non, j'ai pas beaucoup dépassé. Pas beaucoup, non. Il n'y aura pas de questions parce qu'on est quand même en retard. Je suis à votre disposition. Merci.